Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vous emmène dans les îles avec des sirènes, des pirates et des vampires puisqu'on va parler du tome 3 de la saga Vampiria, La cour des ouragans de Victor Dixon aux éditions Robert. Donc je vous laisse admirer cette couverture qui est toujours aussi sublime, j'aime beaucoup la typographie et autres qu'ils ont choisi. Donc toujours un visage doré et avec un masque en mode vampire sur un fond de couleur unie. Cette fois-ci c'est le vert, le tome 1 était en noir, le tome 2 était en bleu. Donc pour la tranche, toujours de la même manière, et puis à l'arrière avec un résumé très simple puisque c'est à la cour des ouragans, les navires se fracassent et les cœurs se brisent. On va donc suivre à nouveau les aventures de Diane de Gastrich, mais cette fois-ci on quitte la cour de Versailles et la France puisqu'on se rend au cœur des Antilles. Pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1 ou le tome 2 de la saga Vampiria mais qui souhaiteraient en apprendre un peu plus, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, je vous présentais déjà les deux premiers tomes. Et puis, si la saga vous intéresse, je vous invite à vous arrêter ici puisque je risque de spoil sur des événements qui se sont passés dans les tomes précédents et j'aimerais pas vous faire des révélations si vous souhaitez la découvrir, surtout que c'est une super saga. Je vais diviser la vidéo en 3 parties, je vais vous présenter rapidement l'histoire à travers ce roman-là, les personnages que l'on découvre et ce que j'en ai pensé. Bref, on va faire un point tous ensemble. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, à chaque fois que vous lancez un Vampiria, vous avez sur les dos de couverture plusieurs petites choses comme ça. Donc ici vous avez les écuyers du roi Louis XIV. Ici vous avez les personnages principaux de la Fronde ou de la Révolution qui est en train de se mettre en marche. Ici vous avez les différentes créatures et vampires que l'on va croiser au moment de l'histoire, et là la carte du monde que l'on va visiter puisque comme je vous l'ai dit on va rejoindre les Antilles. Donc voilà pour le petit point rapidement côté bouquin qui est toujours aussi sublime. Alors en termes d'histoire, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez découvrir la saga, c'est le moment d'arrêter la vidéo, puisque en termes d'histoire rapidement pour résumer, Vampiria qu'est-ce que c'est? On se retrouve donc à notre époque, sauf que le roi Louis XIV n'a jamais connu ni la Révolution, ni les morts ou quoi que ce soit, puisque à l'aube de sa mort, il est devenu vampire et depuis 300 ans règne sur la Mania Vampiria, c'est-à-dire toute l'Europe ainsi que tout ce qui est Amérique et autres, en tant que roi des ténèbres absolues. Résultat, le monde entier est recouvert de ténèbres et de créatures dangereuses. Le peuple est parqué dans des villes, ils ne peuvent pas voyager comme ils le souhaitent et ils doivent verser une dîme de sang régulière pour pouvoir nourrir les nobles de la cour du roi et autres qui sont eux des vampires. On ne devient pas vampire comme on le souhaite, il faut l'aval du roi Louis et le personnage qu'on suit principalement fait partie de sa cour puisqu'elle fait partie de ses protecteurs les plus proches, les 5 écuyers qu'il choisit régulièrement. Elle a été sélectionnée lors du premier tome en faisant différentes épreuves, etc. Elle a rejoint donc les équipes avec d'autres personnes que l'on découvre durant le premier tome. Et durant la deuxième histoire qu'on suivait, elle était envoyée pour une enquête au cœur de Paris, dans la cour des miracles. Ça avait un côté un peu Bossu Notre-Dame avec les bohémiens et autres cachés sous terre, les voleurs, les impies, les vampires qui ont été transformés sans l'accord de Louis et autres, qui font des expériences étranges, qui sont rejetées par la société. C'était super intéressant et autres, et donc on suivait Diane avec 2 écuyers en particulier, Surage et Eleanis, et cette fois-ci on va suivre Diane, donc qui est invitée par Louis XIV à rejoindre les Antilles pour épouser un pirate qui fait des siennes dans la région et qui a tendance à piller et détruire les pavillons de tout ce qui appartient à la Mania Vampiria pour s'enrichir. Et donc Louis espère créer une alliance via le mariage de son écuyère avec ce pirate-là pour récupérer ses richesses, le pouvoir sur les mers et beaucoup d'autres choses. Le pirate en question qu'elle est promis, Diane, n'est pas n'importe qui, c'est un pirate qui est décrit comme un peu légendaire, toujours accompagné d'une puissante tempête autour de son vaisseau qui se nomme l'Ouranos. Et donc Diane est envoyée auprès de ce pirate qui s'appelle Palphébus
pour l'épouser, ensemble devenir vampires et servir la Mania Vampiria à leur tour. On va donc suivre le voyage de Diane avec cette fois-ci en tant qu'autre écuyer qui l'accompagne, Raphaël, Zacharie et enfin Prosperina qui vont donc l'aider à se préparer à épouser ce personnage-là en question. On va donc développer l'histoire autour de nos héros, donc Diane qui arrive. L'histoire de Prosperina était un peu développée, c'est une écuyère anglaise qui avait tout un panel autour de ça et ça va mettre aussi sa relation avec tout le reste de l'histoire qui va suivre. Raphaël, dans les écuyers qui vont le suivre, on va très peu le voir, je pense que son histoire sera développée après. Et quant à Zacharie, il est au cœur donc de ce roman-là qui va beaucoup aborder tout ce qui est question d'esclavage, de mise en avant du peuple noir qui était donc récupéré en Afrique pour être envoyé aux Amériques pour servir en tant qu'esclave et autres, comment étaient gérés les domaines, etc. Donc ça a un effet aussi sur le traitement de tout ce qui était esclavage, comment on considérait les êtres humains qui étaient nés soi-disant différents et autres, qui est très intéressant, à savoir que déjà les vampires se pensent au-dessus de l'humain, mais alors en plus il y a des humains qui se pensent au-dessus d'autres humains, donc on est vraiment sur un empilage de choses assez intéressantes. Le deuxième tome développait plus autour de tout ce qui était les gens différents avec des handicaps physiques ou autres qui étaient rejetés par la société parce que trop différents, effrayants ou étranges, et là on va développer cette différence entre juste une couleur de peau qui fait que certaines personnes se croient au-dessus d'autres et qu'il faut se battre pour faire changer les choses et les idées, puisque on est tous sur le même pied d'égalité quand on a un ennemi commun, c'est-à-dire l'humanité contre les vampires. Et le développement de toute cette histoire-là à travers ce roman-là est super intéressant. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le côté Victor Dixon, au passage, c'est sur ce roman-là que j'en ai pris vraiment attention, mais c'est qu'il prend son personnage principal, qui l'emmène à travers une aventure, là, et va subir à nouveau beaucoup d'épreuves, etc., pour essayer d'accomplir sa quête, et surtout la question fatidique de Diane va être suis-je au service du roi Louis XIV et dois-je tout faire pour essayer de garder ma place, pour rester auprès de la cour et pouvoir accomplir ma vengeance personnelle, ou vais-je me sacrifier et donner mon maximum pour la fronde et ramener l'équilibre auprès du monde en aidant la révolution à prendre place et faire disparaître les vampires. En plus de ça, va se construire une romance un peu particulière entre elle et un autre personnage, plus notre place avec le pirate qu'elle doit épouser, qui est un peu complexe, il faut savoir, mais qui n'a pas l'air ni bon ni mauvais, juste un petit peu perdu. Bref, les personnages développés dans cette histoire-là ne sont ni tout blancs ni tout noirs, ils sont souvent avec de multiples facettes, on peut ni les prendre pour des méchants ou des gentils, sauf certains, mais bon ça c'est comme d'habitude, mais dans l'ensemble ce que j'aime c'est ce côté un peu complexe de la personnalité, qu'on soit vampire, humain ou une créature en général. Comme dans le 2, ce que j'ai trouvé un peu dommage au sein de l'histoire personnellement, c'est que il y a ce côté un petit peu facile par moment, c'est-à-dire que on l'emmène, Diane et ses compagnons, sur le bord de la falaise. On peut se dire que là, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il chute. Et pouf, il y a un événement qui fait que on ne sait pas pourquoi, en fait, tout s'arrange. Et ce côté un peu facile me gêne des fois un petit peu à travers les histoires de Victor Dixon, mais son univers et le développement autour des personnages secondaires est juste intéressant et fascinant, et je trouve ça très très intéressant, etc. On va donc cette fois-ci suivre Diane et on va découvrir et surtout approfondir son allégeance à Louis XIV ou alors à la fronde qu'elle sert depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'elle va faire le choix de retourner à Versailles et d'accomplir la quête secrète que lui a donnée le roi Louis XIV,
Ou va-t-elle faire le choix de rejoindre pour de bon la révolution américaine pour pouvoir renverser la Mania Vampiria et pour pouvoir redonner à l'humanité la lumière? On en apprend aussi un petit peu plus sur la particularité de notre héroïne et ça c'est assez intéressant de distiller petit à petit à travers les romans ces petites particularités qui nous donnent envie d'en découvrir un petit peu plus et de savoir pourquoi elle est si spéciale et pourquoi malgré toutes ses maladresses, Louis arrive toujours à lui pardonner et à accepter de l'envoyer dans des missions aussi importantes, aussi puissantes dans l'histoire. Bref, pour moi ça reste un très gros coup de cœur, je continuerai avec grand plaisir la saga Vampiria, j'aime beaucoup et l'univers et les différents personnages qu'on suit à travers leurs histoires. Ça reste assez dur, assez sombre. Là, je vous emmène dans les îles, mais il y fait souvent froid, il pleut, on est au cœur des ouragans et de la tempête. On est souvent dans l'eau avec les sirènes ou auprès des vampires qui sont toujours glacés et autres. Bref, on n'est pas sur les îles où ça sent bon les cocotiers, la chaleur et puis les bains de soleil. Non, non, on est sous les tropiques en pleine tempête et notre héroïne va devoir trouver une solution pour s'en sortir et pas risquer sa vie à tout moment. Bref, si vous voulez vous lancer vraiment dans la saga Vampiria, je vous invite à le faire. Vous allez passer un excellent moment. On suit un univers qui est très intéressant de voir comment pourrait être le monde si la Révolution française n'avait pas eu lieu et si le monde ne s'était pas rebellé contre tout ce qui est un peu roi, monarchie, etc. Et surtout de l'humanité face à la mort, de la lumière face aux ténèbres. C'est un combat continuel et très intéressant. Et Victor Dixon s'en sort très bien dans ce domaine-là. Même s'il y a des petits bémols, on apprécie la lecture et on passe un excellent moment. Voilà les amis, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était la présentation du tome 3 de Vampiria. Personnellement, j'ai adoré. Vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le prochain roman que je vous présenterai, c'est Vespertine de Margaret Rogerson. Et là non plus, ce sera pas très beau, tout rose, etc. parce que ça parlera donc de fantômes, de mort et d'acceptation de soi, donc on verra ça ensemble, promis. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, je vous remercie d'avoir suivi les vidéos et je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao, bye bye!